Bonjour tout le monde. Je vais me présenter. Merci pour la présentation. Guillaume Boudreau, je travaille pour Veolia à Saint-Hyacinthe. Je ne sais pas si vous savez ce que Veolia Saint-Hyacinthe fait. C'est quand même un objectif noble. On fait la régénération des huiles usées. Donc, je suis fier de travailler pour cette entreprise-là. Toutes les huiles à moteur des automobiles vont à l'usine de Saint-Hyacinthe. On la régénère et on refait de l'huile. Avant, cette huile-là était brûlée carrément comme combustible. Juste ramener au début du PowerPoint, s'il vous plaît. Donc, le but de la conférence, c'est quand j'ai commencé à la maintenance, j'avais travaillé chez AkzoNobel un petit peu à la maintenance, puis finalement, le directeur maintenance où je travaille, il avait quitté. Puis, je me suis ramassé, donc, voilà la chaise, il faut que tu gères la maintenance. Fait qu'il fallait que je commence quelque part. Fait que je l'ai appris beaucoup de mes erreurs. Il y a eu des conférenciers qui en ont parlé. Fait qu'au début, aujourd'hui, le but, c'est vraiment d'éviter que vous reproduisez les erreurs que j'ai faites, puis vous donner un plan de match. Je sais qu'il y a des compagnies comme Contrôle Laurentide, sans vouloir les nommer, qui font des maturity assessments, vraiment des audits pour savoir la maturité de votre maintenance. Donc, je vais vous montrer des symptômes qui vont vous expliquer, bon, vous en êtes où dans votre maintenance pour faire des plans d'action. Ensuite, on en a parlé beaucoup aussi avec les conférenciers. On va trouver des façons de se mesurer pour voir nos actions. Est-ce qu'ils ont apporté des résultats qu'on voulait? Donc, on va vraiment partir de zéro. Fait que, au début, je vais faire un petit sommaire sur qu'est-ce que la gestion des actifs par rapport à la gestion des actifs at large. On voit qu'il y a plusieurs domaines qu'on va discuter pendant les actions et la maturité. On va faire l'évaluation de la maturité, les objectifs selon chacun des niveaux de maturité. On s'entend que, comme on dit, on n'apprend pas à courir si on ne sait pas marcher. Fait que ça va être vraiment ça le but, là. La mesure de performance, les KPI, j'en ai parlé. Puis, à la fin, je me suis permis un peu de montrer des cas réels de gestion de changement, des bonnes choses qui peuvent arriver, des mauvaises choses. On n'en a pas parlé beaucoup aujourd'hui, mais la gestion de changement, moi, ça a été tout un défi à gérer. Je ne sais pas si c'est comme ça dans vos équipes, là, mais moi, c'était vraiment complexe. Donc, souvent, on amène plus de problèmes. On va le chiffrer ensemble. Fait que ça va être ça aujourd'hui. Si je commande, bon, ce tableau-là, vous l'avez sûrement tous déjà vu. Oui, comme ça fonctionne. OK. Les ressources humaines, les outils, niveau de service, bon, ça, c'est un beau tableau. En gros, les ressources humaines, je vous dirais, c'est pas mal ça qu'il faut travailler parce que si on travaille le reste, si les ressources humaines ne suivent pas, vous allez travailler tout seul, je vous le dis. Donc, les compétences, on va en parler, d'avoir des ressources humaines, d'avoir un bon comportement, c'est primordial. Les outils, on a certains conférenciers qui ont parlé des KPI, de la GMAO, on va en parler en détail dans la conférence. Les niveaux de service, ça, c'est important, je vais prendre 2 minutes parce que chaque entreprise a des défis différents au niveau du service. Il faut que vous ayez un objectif. Nous, notre objectif, c'est d'avoir le moins de downtime pour produire le plus, mais on peut avoir une industrie que d'avoir des downtime parce qu'ils n'ont pas assez de clients, par exemple. Nous, on a une usine sœur, c'est ça. Ce n'est pas l'important. L'important, c'est vraiment de diminuer les coûts. Eux autres, la production, qu'elle soit arrêtée, ça ne change rien. Anyway, ils sont arrêtés à cause qu'il manque de clients. C'est pour ça que le niveau de service va établir votre stratégie. Enregistrement des actifs, ça, c'est la première chose qu'on va voir dans la maturité. Il faut que vous sachiez c'est quoi vos actifs. On va évaluer les risques dans nos actions pour savoir c'est quoi les risques que nos actifs ont. L'examen de la condition des actifs, on en a parlé un petit peu avec c'est quoi la condition de nos actifs. Puis tout ça, ça amène des considérations financières. Donc ça, c'est vraiment le portrait global de tout ce que la gestion des actifs. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de surprise pour personne ici. OK, là on part, on est nouveau zéro, on vous a donné la chaise, demain matin, vous devez gérer la maintenance. Vous n'avez personne à qui vous fier, autre que les techniciens. Donc, on est une maintenance au service de la production que j'appelle. Est-ce que ça va marcher si je clique? Non. J'avais un petit son, je ne sais pas si on peut le partir. Bon, ça, c'est l'urgence, c'est tout le temps du réactif. C'est Darth Vader pour ne pas le nommer. Donc, moi, par expérience, c'était comme ça. J'avais des techniciens carrément qui passaient par la salle de contrôle pour savoir c'était quoi qu'il y avait à faire aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, là.
Mais ça, pour moi, c'était comme un non-sens. Il arrivait, ah, j'ai parlé au chef opérateur, c'est ça qui est important aujourd'hui. OK, mais c'est pas ça qu'on avait prévu. Bref, ça, c'est vraiment, ça montrait un niveau de maturité zéro. C'est un bon symptôme. Manque de clarté des rôles et responsabilités. Ça, on va en parler aussi, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus. Pas de pièces de rechange ou pratiquement, c'est juste les pièces qu'on utilise beaucoup. Donc, on appelle ça la gestion des pièces selon les connaissances de tous et chacun, mais il n'y a personne qui a fait une analyse de ce qu'on avait vraiment de besoin. Manque de connaissance des équipements. Ça veut dire qu'on a des équipements, mais c'est quoi nos équipements qu'on a? C'est quoi les technologies qu'on a? C'est quoi les compétences qu'on a de besoin pour les gérer? Puis on travaille en urgence. Fait que je ne sais pas s'il y a des gens qui sont là. Moi, j'étais vraiment à ce niveau-là quand j'ai commencé. Fait que le plan d'action que je vous propose, bon, l'inventaire de tous les actifs, les pièces du site, ça c'est primordial. Donc, qu'est-ce qui est un actif? On va voir par après. Il y a des façons de gérer. Qu'est-ce qu'on va mettre en actif ou qu'est-ce qu'on va mettre en pièces détachées? La criticité des actifs, je vais vous expliquer un peu la méthode que nous, on a utilisée. Créer un programme de maintenance. Là, on va créer un programme de maintenance vraiment basique au début, parce qu'on n'a pas une bonne maturité. Puis, bien définir les rôles et responsabilités pour pouvoir s'améliorer. Et savoir c'est quoi le carré de sable. Fait qu'on parle de la codification des actifs. Si on veut gérer nos actifs, il faut savoir c'est lesquels nos actifs. Donc, souvent, on a une GMAO, on a la moitié des actifs qui sont dedans, l'arborescence n'est pas à jour, il y a eu des nouveaux actifs qui se sont rajoutés, ne sont pas dans la GMAO. Bon, il faut s'assurer que tout est là, mais qu'est-ce qu'un actif? Moi, j'avais fait l'erreur, je vais vous le partager, j'avais mis tous les purgeurs de vapeur comme actifs. Bon, on en avait 120. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un changeait un purgeur de vapeur, si on veut être conséquent, il faut lui dire, OK, dans GMAO, cet actif-là n'est plus en service, on le remplace par un autre. Ça devenait complètement fou. Donc, il faut vous donner des règles de ce qui est un actif. Ça peut être un montant X, en bas de ça, ce n'est pas un actif. Ça peut être aussi simple que un moteur en bas de temps HP, ça n'en est pas un. Donc, ça vous prend une règle. Nous, le corpo nous a donné les règles du corpo. Vous pouvez vous produire vos propres règles. Après ça, c'est des numéros d'actifs. Ça, c'est une autre erreur que plusieurs compagnies font. C'est le numéro d'actifs, ils appliquent ça sur le numéro des plans. Là, la journée que la pompe P108 est en panne, bien là, il faut que tu la remplaces par une autre pompe, mais elle ne peut pas s'appeler P108. Donc, on a une façon de faire qui est numéro d'actif et numéro de tag. Qui est le numéro d'actif, normalement, c'est un numéro séquentiel. Bien important, parce que comme ça, si un jour on change de pompe, bien, le numéro d'actif va changer, mais le tag va toujours rester le même. Fait que ça, c'est une erreur commune qu'on peut voir. Après ça, j'ai mis qu'est-ce qui est important de mettre minimumement dans notre GMAO, la classe d'actifs, modèle, numéro de série, ça, c'est le minimum à mettre. Après ça, on peut rajouter des photos, de la documentation, mais ça, c'est le minimum pour partir au niveau 0. Ça va jusqu'ici? OK. On parle à la criticité des actifs. Là, on a mis tout notre inventaire. Là, on est rendu à faire la criticité des actifs. Ça, je vous le dis, c'est fastidieux. Puis, vous ne voulez pas le faire comme nous, on a fait. Ça a duré à peu près 6 mois de temps. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, vous autres aussi, à 4 heures par semaine, le vendredi. Là, on faisait la criticité des actifs. Ce n'était pas efficace. Ça nous prenait 1 heure à se remettre dedans. À chaque fois, on changeait un peu notre façon de faire. Fait que je vous dis, la meilleure façon de faire, c'est comme on prend des vacances. Là, vous évaluez à peu près 5 à 10 minutes par actif. Vous avez, mettons, 1000 actifs. Faites un calcul. Je pense que je l'ai fait sur mes petites fiches, mais j'ai oublié d'échanger. Mais ça donne à peu près 2 semaines. Donc, prenez les gens qui connaissent les actifs le plus possible pour faire ça. Ça ne peut pas être juste le nouveau fiabiliste qui n'a jamais connu l'usine, puis le superviseur qui ça fait 3 mois qui est là. Ça prend l'ingénierie, la production, la maintenance, puis on travaille ensemble. Puis il faut s'entendre sur la matrice. Ça, c'est un exemple qu'on peut utiliser, mais je l'ai mis juste mais l'important, c'est de ne pas que ce soit la règle du pouce. Bon, c'est-tu urgent, c'est-tu critique ou pas? Il faut que ça prenne des règles. Fait que ça, c'est une firme de consultation qui nous avait donné cette matrice-là. Il ne faut pas oublier la santé-sécurité dans votre matrice, fait que ça, c'est important. Bon, le programme de maintenance, là, on part de 0. La criticité est en cours. Il faut quand même faire des préventifs. On part de 0. Nous, ce qu'on a fait, on est allé par technologie. Bon, une pompe centrifuge, c'est quand même, il y a des différences d'une marque à l'autre, mais c'est toujours les mêmes.
Beaucoup la maintenance se ressemble. Donc, on peut utiliser sur Internet ou même des références dans les manuels. Puis, on a appliqué ça à toutes les pompes centrifuges. Après ça, les pompes à engrenage, un autre. Donc, ça nous permet de créer au moins une base. Là, on n'a pas encore établi la criticité finale, donc on ne peut pas établir les fréquences encore, parce que plus c'est critique, on va faire plus de maintenance. Il y a d'autres qu'on va établir que ce n'est pas critique, on ne fera aucune maintenance, mais au moins on part de quelque chose. Fait que selon recommandation, on peut regarder les manuels, mais là, le but, c'est vraiment de partir puis que notre monde ne soit pas aller voir l'opérateur pour savoir ce qu'il y a à faire le matin, mais on a quelque chose qui se tient, on a des bons de travail qui se génèrent. On peut utiliser beaucoup l'expérience terrain, c'est pour ça que je l'ai mis. Rôle et responsabilité. Ça, c'est le fameux carré de sable que je parlais tantôt. C'est quoi le carré de sable de chacun? Ça, j'ai mis des titres un peu on est habitué de voir dans l'industrie. Ce qui est important, c'est on veut être. Tout le monde a entendu le mot lean, de pas de gaspillage. Bien, souvent, un des symptômes qu'on voit, on a une personne que lui, on dirait qu'il fait tout. Puis tu as plein de monde qu'on se ramasse, ils ont comme une petite partie parce que lui, il en prend beaucoup large. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous voyez dans l'entreprise. Donc, le planificateur n'a jamais le temps de planifier parce qu'il commande des pièces, il résout les problèmes, puis en plus, il s'occupe des shutdowns. Puis là, finalement, le superviseur, bien, on se rend compte qu'il boit du café avec les gars. Fait que c'est souvent des symptômes qui montrent que le carré de sable, OK, c'est une urgence, le planificateur, ce n'est pas à lui à s'en occuper, c'est au superviseur. Fait qu'il faut que le carré de sable soit bien défini, il faut que ça soit porté par la direction. Ça, c'est le carré de sable et tous et chacun, puis on s'y tient. Fait que ça, c'est important. Si on ne va pas là, on n'augmentera pas notre maturité. Bon, fait que là, on a fait toutes les actions qu'on a dit. Comment on peut se mesurer avec ces actions-là? On devrait devoir déjà une baisse du travail en urgence. Parce que là, on a déjà mis un programme de maintenance qui n'existait pas. Et là, on va se mesurer. Est-ce qu'on fait moins de travail en urgence? Est-ce que ça a porté fruit? Là, on devrait accumuler un backlog. Un autre symptôme d'un niveau 0 que j'ai oublié de vous discuter tantôt, c'est moi, j'avais 0 backlog. Normalement, on entend le contraire, là, mais j'avais 0 backlog parce que le monde faisait juste des bons de travail quand c'était brisé. Mais il y avait des fuites ici et là. Je prenais une marche dans l'usine, je voyais un paquet d'affaires, mais il n'y avait rien dans le système. Donc, on veut mesurer notre backlog. Ça nous prend un backlog si on veut planifier, éventuellement. Le MTBF, je l'ai mis, peut-être que c'est encore tôt, mais on veut commencer à documenter nos pannes pour pouvoir avoir, est-ce qu'on augmente notre fiabilité? Fait que ça, je trouve que c'est un indicateur facile à mettre en place. Même si on a une GMAO assez simple, qu'on est obligé de passer par des fichiers Excel, là, comme moi je fais. Je sais que maintenant, avec Power BI, etc., on peut, mais ça, c'est quand même assez facile. Je vous ai montré un petit calcul, là, comment le faire. Je ne veux pas prendre trop de temps. Maintenance préventive vs planifiée. Fait que ça, viser 100%, vous ne verrez pas 100% au début. Là. On s'entend. C'est la première chose qui part. On est habitué, tout le monde. On a du réactif au début, mais on veut le mesurer, puis on vise 100%. On va être aux alentours de 60% quand on a une maturité niveau 0. Là, on passe au niveau 1. Là, la production, elle voit qu'on commence à s'organiser, mais elle nous surveille encore. Fait que c'est l'œil de Sauron. Donc, elle a encore une très grande influence, mais elle nous regarde nous organiser, fait que c'est positif. On a des maintenances préventives, mais elles ne sont pas optimisées, comme j'ai dit. On a juste mis ce qui était les bonnes pratiques selon les technologies. On a des pièces en inventaire, mais on n'a pas de min-max. On sait pas on n'a pas mis les pièces critiques en stock. On a une liste d'actifs avec criticité dans une GMAO, ça c'est déjà un bon point. On a une présence d'un backlog, on a des bons de travail qui populent tranquillement. Puis on va commencer à planifier, mais on ne réussit pas à réaliser nos bons de travail. Ça, c'est pas mal des symptômes niveau 1. Qu'est-ce qu'on va faire niveau 1? Bon, là, ça va être d'identifier les bad actors, parce que là, c'est souvent, nous, c'était tout le temps les mêmes actifs qui revenaient. Puis là, on commence à comptabiliser les données. On est capable de mettre des chiffres sur ça, ce qui va nous permettre d'aller chercher des budgets puis de faire de l'analyse. On va gérer notre budget. Là, pour l'instant, on n'avait même pas de gestion de budget. On ne savait pas comment ça nous coûtait. Fait que ça, on va pouvoir faire ça. On va prendre un programme de formation. Ça, il y a beaucoup de gens, des conférenciers qui en ont parlé. Selon les rôles et responsabilités, c'est important d'avoir les formations parce qu'on le sait, il y a beaucoup de taux de roulement dans les entreprises maintenant. Il faut s'adapter à ça.
Là, on va commencer aussi la planification, l'ordonnancement. Là, maintenant, on a une GMAO, on a des préventifs qui sortent, Là, on peut commencer à faire de l'ordonnancement. Avant ça, puis de la planification, avant ça, ça ne servait à rien. Bon, l'analyse des actifs bad actors, ça te prend une GMAO, premièrement, puis avec un historique qui est bon. Si on ne met pas les bons de travail, on en a discuté, ces bons actifs, on ne pourra pas identifier les bons acteurs, les bons bad actors, puis on va y aller par tâtonnement, puis on ne pourra pas mettre des coûts réels de ces bad actors-là. Fait que ça prend vraiment une formation sur les employés sur les bons actifs. Si votre GMAO a été bien monté, ça devrait se faire assez facilement. Après ça, on peut faire de l'analyse de cause. Puis souvent, par expérience, nous, les bad actors, c'était des mauvais designs, c'était des décisions d'ingénierie que ça ne fonctionnait pas selon le procédé. Donc, vous allez voir au début, nous, c'était une nouvelle usine, fait on mettait beaucoup de travail, que finalement, il fallait faire des investissements. Ce n'était pas la bonne application. L'équipement n'était pas fait sur cette application-là, faisait que ça brisait tout le temps. Fait que ça, par expérience, je vous dis, c'était souvent le cas. Gestion du budget. Bon, là, maintenant, on a nos bons de travail, on a une GMAO. Là, on peut commencer à gérer nos pièces détachées vont aller sur les bons de travail. Mais ce qui est important, c'est de gérer notre budget selon le programme de maintenance établi. Fait que là, on a pris un engagement qu'on allait faire ça dans l'année. Je ne sais pas si parmi vous c'est comme ça, mais la gestion des budgets de maintenance, c'est tout le temps, bon, ça nous a coûté 3 millions l'année passée, 3 millions plus 3 %, ça va être ça cette année. Comment? 4 %. Bon, fait que ça, c'est connu, mais ce n'est pas la réalité. Il faut démontrer, on va avoir des équipements à remplacer. Fait que ça, il faut que ça soit établi. Notre budget ne peut pas être fixe. On va avoir des années, 3 millions, après ça, 2,5 millions, 4 millions, à moins qu'on réussisse à sortir tout en CAPEX. Ça dépend des stratégies, mais ce n'est pas vrai que les financiers, c'est plus 4 % à chaque année. Je vous le dis, ça ne marche pas. Puis, de toute façon, si on s'améliore en maintenance, on devrait éventuellement baisser notre budget aussi. Fait il faut commencer à penser budget. Donc, c'est ça. Souvent, c'était selon l'historique, mais non la nécessité. Qu'est-ce qui nous dit que le 4 millions, c'était bon les années d'avant si on n'avait aucune idée de ce qu'il y avait à faire? Ça, il va falloir qu'on me l'explique. Moi, je ne comprenais pas. Formation du personnel. Là, c'est là qu'on a parlé tantôt. J'avais beaucoup d'exemples, mais je vais prendre moins de temps. C'est quoi les métiers, les compétences nécessaires à faire notre plan de maintenance? Là, on regarde tout ça. OK, on a besoin de combien d'heures d'électriciens? Combien d'heures de mécaniciens? C'est ça qui va nous dire combien de personnes on a besoin d'avoir. Et non le contraire, qu'on a, j'ai 4 électriciens, qu'il faut que je les occupe. C'est pas comme ça que ça doit marcher. La matrice des compétences, ça a été discuté aussi. Ça, c'est juste un exemple, grosso modo, mais c'est quoi qu'un mécanicien, exemple, industriel doit faire? Doit savoir pour faire son travail. Parce que si je prends un mécanicien industriel qui a juste travaillé sur des convoyeurs, puis demain matin, je lui dis, tu répares des pompes, ça se peut que ça ne marche pas. Là. Nous, on a tendance à dire, OK, ça nous prend un mécanicien, tu es parrainé pendant 3 mois, c'est bon. Mais qu'est-ce qui nous dit que c'est bon? C'est ces matrices-là. Bon, as-tu été formé sur le graissage? As-tu été formé sur l'alignement laser? Puis ça aide le planificateur, quand il y a des bons de travail, il regarde ça. Ah, OK, je ne peux pas lui faire donner ce bon de travail-là, il n'est pas formé ou il n'a pas encore maîtrisé. Ça, les compagnies qui ont ça, c'est super pratique, puis ça aide beaucoup à diminuer le risque opérationnel de si quelqu'un s'en va, qui a tous les acquis en compétences, on peut le voir venir. Ça aussi, c'est important, ce n'est pas juste pour les gens de métier, mais le staff aussi. Pas oublier d'inclure la santé-sécurité, important. Puis je vous dirais d'inclure aussi la formation justement de vos outils de maintenance. La GMAO, souvent, c'est un petit cours 5 minutes, mais est-ce que la personne est capable de bien remplir un bon de travail? Elle comprend le pourquoi du comment qu'on fait ça. Sinon, ça ne sera pas bien appliqué. Planification, ordonnancement. Là, on va commencer à prioriser les bons de travail. Là, tout ce qui était une priorité 0, mais présentement, il faut challenger la production. Là, on commence à leur dire, c'est quoi une urgence? Il y a des matrices de décision pour savoir ce qui est une urgence. Je n'en ai pas présenté aujourd'hui, mais il faut au moins se questionner un peu comme personne de tantôt disait. Une urgence, c'est la machine est brisée ou il y a un risque santé-sécurité. Si c'est juste, il faut qu'il aille voir le niveau. Moi, j'avais ça comme... il faut que j'aille voir le niveau aux 2 heures parce que là, le lecteur de niveau ne marche pas. Mais ce n'est pas vraiment une urgence, c'est un désagrément.
Fait que ça, évitez ça. Là. La pompe, la valve automatique, elle ne fonctionne pas bien. Il faut que j'aille jouer avec le bypass 2 fois par chiffre. OK. On va regarder ça la semaine prochaine. Là, on a d'autres choses. Fait que commencez à challenger les urgences. Approuver les bons de travail, ça aussi, là, ça prend un processus d'approbation. Parce que là, vous allez avoir des gens qui font, si tout le monde peut faire des demandes, vous allez avoir des bons de travail farfelus qui sont ces demandes de changement, il faut les filtrer. Si ça demande un changement, ça prend un autre processus. Puis planifier les bons de travail avec un plan de travail, c'est primordial. Il faut, si on veut avoir une bonne gestion des bons de travail, il faut les planifier avant de les ordonnancer. Je sais que beaucoup de compagnies ne font pas l'effort de planifier. On parle d'un planificateur environ pour 8 employés, ça commence à être rentable. Mais si vous avez moins que 8 employés, il faut faire de la planification autrement. Donc, est-ce que c'est le superviseur qui a le temps de le faire ou c'est les employés? Mais il faut se trouver une façon de se planifier. Fait que là, si on a toutes fait ces actions-là, on devrait avoir des indicateurs pour se mesurer de nos actions. On devrait encore calculer le taux d'urgence en nombre d'heures et non en nombre de bons de travail. Le coût par actif, ça, c'est un bon indicateur. Là, on a commencé à mettre du temps sur les bons de travail. Bon, comment il nous coûte par an cet actif-là? Bon, ben, peut-être que sa condition n'est pas bonne, peut-être que son design n'est pas bon. Ça nous aide à prendre des décisions. L'efficience des maintenances préventives. OK, ça fait à toutes les semaines, on fait une tournée d'aller voir de prendre des températures sur tel équipement. Fait que 3 ans qu'on fait ça, il n'y a jamais eu de problème avec ça. Bon, bien, c'est sûr que ça, s'il n'y a jamais de nouveau travail qui est généré, c'est soit que ça n'a pas été documenté ou ce n'est pas utile. Fait que ça nous permet de se questionner. Le nombre d'heures de travail arriéré, bien là, ça va être important. Là, le backlog, il ne faut pas qu'il soit en bon de travail. Ça, je ne sais pas si dans vos entreprises, vous avez ça. Bon, vous avez 800 bons de travail, mais il n'y a aucun un temps estimé. Donc, qu'est-ce que ça implique? Faut-tu que je fasse rentrer des gens? Fait que c'est important que lors de l'approbation des bons de travail, estimer un temps. Oui, c'est juste à titre d'indication, mais il faut estimer un temps pour avoir la mesure de notre backlog. Même que nous, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on estime par corps de métier. Fait que je suis capable d'avoir le temps de backlog en instrumentation, le temps backlog en électrique, le temps backlog en mécanique, et ainsi de suite. Fait que ça aide à la décision. Fait que ça, on est au niveau 1. Je vous dirais qu'on est pas mal là, nous autres. Fait que là, si on veut aller au niveau 2, qu'est-ce qu'on veut faire? Le niveau 2, j'appelle ça le party time parce que là, c'est la maintenance qui prend le contrôle. Parce qu'on est comme un peu entre le 1 et le 2, nous. Là, on reçoit je ne sais pas si vous avez des systèmes de non-conformité dans vos entreprises, là, mais on a commencé à avoir des non-conformités dont la maintenance fait switcher des pompes pour le fun ou des choses comme ça, parce que là, ils voient que la maintenance fait arrêter des équipements, fait faire des maintenances qui n'étaient pas habituées, qui attendaient que ça brise. Fait que là, on a une gestion du backlog en heures, on a un budget selon le plan de maintenance qui est établi, donc là, on peut prévoir nos années avec notre directeur d'usine. Bon, bien, cette année, j'ai besoin de ça, de budget va fighter pour ça parce qu'on a tel équipement à réparer. Puis, on a une meilleure efficacité parce qu'on a commencé à faire de la planification de l'ordonnancement. Fait que là, on a commencé à travailler avec la production, mais la production là, était habituée de prendre le contrôle. Nous, c'est ça qu'on a vécu. Là, ils se sentent un peu tassés. Là, il va falloir commencer à travailler en équipe. Ça va être ça le prochain défi. Fait que le plan d'action niveau 2, fait que là, les listes de pièces sont très importantes. On va voir qu'est-ce qui est important pour vos listes de pièces puis les min-max. Vos processus, là, on a parlé de rôle et responsabilités, mais il faut les mapper, ces processus-là. Ça, c'est pas besoin d'être un expert en processus pour vous le faire, là, je vous le dis, là, on va en parler plus tard. Documentation, la condition des actifs. On ne peut pas avoir chaque actif facilement la condition, mais chaque fois qu'on travaille sur un actif, il faut avoir un code de condition. Parce que ça nous donne beaucoup de data pour des plans de renouvellement qu'on va voir plus tard, puis des plans d'avoir le risque qu'on ait des défaillances. Si on ne sait pas la condition des actifs, oui, il y a certains actifs qu'on fait des analyses de vibration, tout ça, c'est plus facile, mais des fois, c'est la saleté, la corrosion. Fait que il y a beaucoup de choses que les techniciens peuvent mettre à jour, dont ça, la condition des actifs. Création des maintenances prédictives. Là, on est rendu qu'on a notre setup, on sait nos actifs. Là, on essaie pas juste de faire du préventif selon X temps, mais là, d'essayer de prévoir les pannes.
Fait que là, on est rendu là. Je vous dirais que nous, on est à peu près entre le 1 et le 2. La gestion des stocks, ça, c'est quelque chose qui est compliqué dans vos entreprises? Nous, c'était très compliqué. C'était parce que les stocks, ce n'était pas sous la responsabilité de la maintenance. C'est un autre département. Il y avait comme une guerre. Fait que ça prend des listes de pièces. Là, les listes de pièces, ça paraît immense comme travail à faire. Il faut prendre l'actif, faire la liste de pièces. Mais dans le jargon en anglais, on dit « eat the elephant piece by piece », mais il faut commencer quelque part, puis on va commencer par nos équipements critiques. Parce que c'est eux qui vont nous faire mal. Fait que ça, je vous le dis, c'est très important de le faire. Nous, on est en train de le faire, justement. La méthode ABC, est-ce que vous connaissez ça, la méthode ABC pour la gestion des stocks? Ça, c'est hyper important. Dans le fond, c'est, je l'ai écrit, c'est 80% de mémoire de nos stocks devraient être du mode A, des pièces A qui sont là au cas où, pratiquement. Le B, c'est ce qui a beaucoup de roulement, puis C, ça ne devrait même pas être dans le magasin. C'est des boulons, des choses comme ça. On avait ça, ce problème-là. On avait nos boulons, tout était dans le magasin. Fait que là, on allait au bon. Chaque fois qu'on voulait un boulon, il fallait aller voir le magasinier. Ça n'avait aucun sens. Fait que là, on a mis en place des Kanban, puis sortir du stock du magasin qui n'était pas à valeur ajoutée. Parce que là, on avait le coût du boulon, du washer sur le bon de travail. On avait le coût de la toile qu'on a mis pour se protéger sur le bon de travail. Ça fait beaucoup de pollution, selon moi. Là. Gestion des stocks, l'obsolescence. Je ne sais pas aussi comme moi, vous recevez des fois des courriels du magasinier. Oh, on a sorti telle pièce, maintenant c'est obsolète. Puis là, vous grattez la tête. Oh, tabarouette. Qu'est-ce qu'on va faire là, si on n'a plus en stock? Donc ça, ayez des processus pour gérer ça avant de prendre la dernière pièce. Puis là, on est pris dans un processus d'essayer de se remettre de ça. Les pièces de précision, entreposage adéquat, ça, je le mets parce que nous, on a une voie ferrée proche, on entreposait des bearings, puis on se demandait pourquoi nos bearings étaient tout le temps brisés. Fait que ça, tu peux prendre des ententes de service par rapport à ça pour que ça soit bien entreposé. Les actifs rotatifs aussi, créer des tournées pour aller tourner les fameux arbres. Là. Je ne sais pas si vous avez ça dans votre entreprise, mais on le sait qu'un moteur, si ça fait 5 ans qu'il est tablette, quand tu vas le poser, il y a bien des chances qu'il y ait un problème. Fait que, on pourrait aussi, les pièces, dans la gestion des stocks aussi, tous les O-rings, il faut remplacer ça. À se demander, il y a une usure avec l'oxygène. Fait que ça, c'est important à prendre en considération. Fait que, liste de pièces, criticité des pièces selon la criticité des actifs, méthode ABC, mène des min-max. Le min-max, je l'explique ici. Bon, ça a l'air compliqué, mais je vous dirais, l'important là-dedans, là, c'est d'avoir le plus important, c'est le délai de sécurité. Je vous dirais, oui, sinon, c'est d'optimiser pour avoir un inventaire le plus bas, mais il ne faut pas en manquer, surtout les pièces A. Il faut s'assurer. Vous pouvez vous aider avec les acheteurs, mais il faut absolument que les pièces A, on soit sûr de notre stock, s'il arrive de quoi, on en a. Parce que là, on peut, à cette heure, depuis le COVID, je ne sais pas si c'est comme ça, mais nous, les pièces, c'est beaucoup plus long. Donc, un transformateur, on n'aura pas ça demain matin. Une drive, c'est la même chose. Donc, faites attention à ça. Les processus. Il me reste 17 minutes, il va falloir que j'enclenche. Qui fait quoi? Ça, c'est tantôt, je disais que tout le monde avait son carré de sable. Mais ça, c'est bon, ça encadre. Mais après ça, il faut mapper nos processus de maintenance. OK, on a des bons de travail. On fait des rencontres quotidiennes pour les prioriser. On fait des rencontres quotidiennes hebdomadaires pour faire la cédule. Après ça, il y a les techniciens qui travaillent, il y a des contracteurs. Qui fait quoi là-dedans? Le superviseur, OK, il s'occupe des contracteurs, c'est lui qui rentre dans GMAO. C'est écrit, c'est clair pour tout le monde. Fait que pas besoin d'avoir un cours de processus, c'est juste faire des carrés avec l'action, la personne qui fait cette action-là, on va à la prochaine action, et ainsi de suite. Fait que ça, c'est hyper important. C'est là quand on mappe nos processus, puis après ça, on peut les optimiser parce que là, on voit qu'il y a du waste souvent. Là. Fait que ça, c'est important. Fait que ça, j'ai mis les exemples des processus qui sont, je pense, les principaux à mapper au début. On pourrait en mapper pour plusieurs, mais gestion des demandes d'intervention, gestion de l'exécution du bon de travail, ça veut dire jusqu'au compte-rendu, qu'est-ce qui est important, planification et ordonnancement, processus d'achat, ça aussi, c'est super important. Puis la gestion de projet, ça, on va voir si c'est pas bien mappé, les projets, ça part dans tous les sens. Fait que ça va être un peu ça mes exemples tantôt.
J'ai mis aussi après ça les exemples de modes opératoires. Ça, on en a parlé. Ça, c'est surtout pour les équipements critiques, je vous dirais, d'avoir au moins des modes opératoires. On le sait que souvent, les maintenances, c'est différent d'un type à l'autre. Mais quand on parle d'actifs hyper critiques, hyper coûteux, ayez des photos avec des valeurs associées de millimètres à respecter, parce que sinon, je vous le dis, vous avez un gros risque opérationnel. Ça sert beaucoup pour la formation. Après, ce n'est pas perdu. Quand vous avez des nouveaux employés, vous faites telle tâche, on a de quoi de référence. Parce que ce n'est pas vrai que des manuels, c'est assez clair pour tout le monde. Je ne sais pas si des manuels, c'est 500 pages, puis personne ne les lit. Ça parle beaucoup plus avec les photos. Ça, on va mettre ça en place. Je vous dirais de commencer vraiment encore par les équipements critiques. Conditions des actifs. Là, on veut arrêter de faire du préventif, changer les bearings aux 2 ans, parce que c'est ça qui est écrit dans le manuel. Là, on va se mesurer. Là, je vous ai mis un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour mesurer les actifs, mais il y en aurait plein d'autres. J'ai mis les principaux. La propreté, c'est important de savoir ça parce que ça peut définir beaucoup de défaillances. Il faut connaître la propreté. C'est souvent oublié. L'analyse électrique aussi, c'est souvent oublié. Ça ici, c'est une matrice que vous allez pouvoir avoir avec un petit tableau qui vous dit, selon la technologie, quel type d'actif, quelle technologie associée. Ça peut vous aider pour créer vos PM prédictifs. Donc, exemple, un transformateur, l'analyse de lubrifiant, je pense que c'est un must-have. Si vous avez beaucoup de transfo, là, si ça prend ça, vous allez éviter beaucoup de défaillances. Pour prendre un de ces exemples-là. Donc là, on est rendu à une maturité niveau 2. Là, on peut viser on a commencé à faire une cédule. Là, il faut commencer à se mesurer. Est-ce qu'on la respecte, notre cédule? Si on ne la respecte pas, là, il va falloir se poser des questions. Là, on vise 80 %. La condition des actifs, là, on a commencé à faire des PM de conditionnement. Ça, dépend de notre stratégie. Ça se peut que des actifs pas critiques, on les laisse mourir, on run to fail, mais nos actifs critiques, eux autres, on les veut en bon état. Ça, il faut se mesurer. C'est pour ça que j'ai dit selon la stratégie de maintenance, selon la criticité, on va avoir des stratégies différentes. OK. Maturité niveau 3, ça, c'est ce que toutes les entreprises devraient viser. C'est la seule image que j'ai trouvée de Darth Vader qui n'avait pas l'air de vouloir combattre son Luke Skywalker. Ils sont ensemble dans l'image, juste pour vous spécifier. Là, on ne travaille plus en silo, on ne travaille plus en confrontation, mais on travaille en équipe. Puis ça, c'est vraiment le défi, parce que la maintenance, la fiabilité, c'est pas vrai que c'est une histoire de la maintenance. C'est pas vrai que la maintenance répare pas bien les équipements, puis que la production, eux, les brise, puis nous, on les répare pas bien. Ça, c'est ce qu'on entend, mais si on ne se parle pas, on ne communique pas, ça va aller dans le mur. Là, il faut vraiment travailler ensemble. Au début, ils décidaient tout. Après ça, là, nous, on a pris le contrôle. Là, c'est de travailler ensemble. Comment on fait ça? On va voir ça après. Si on réussit à faire ça, c'est ça qu'on va avoir. On va avoir une maintenance réactive beaucoup plus basse. Parce que là, la production qui est là beaucoup plus souvent que nous va nous donner du feedback. On va avoir nos coûts de maintenance qui vont tendre à diminuer parce qu'on va voir venir les coûts. On va optimiser la durée de vie de nos équipements aussi. C'est tout du positif. Pour le plan d'action de ça, je vous dirais, là, on va commencer à faire de l'analyse. Là, on a rentré du data. Là, on est rendu à faire de l'analyse de cause. Je ne vous donnerai pas un cours sur l'analyse de cause, mais il y a plusieurs firmes externes qui peuvent le faire. Ça, à chaque fois qu'il y a une défaillance, il y a une analyse de cause à faire. Est-ce qu'on le fait à chaque fois? Est-ce qu'on le fait avec un temps d'arrêt? C'est à vous de décider. Mais il faut commencer à utiliser ces outils-là. C'est hyper puissant. Ça, c'est l'analyse de cause. C'est après l'événement, mais aussi, on peut y aller avec la prévision. RCM, AMDEC, ça, c'est d'autres outils qu'ils peuvent utiliser. Là, au lieu d'attendre que ça arrive pour analyser, on va analyser avant que ça arrive. Ça, au niveau 3, je pense que c'est important. Le kitting, je vous dirais, je ne suis pas un fervent du kitting, mais c'est des grosses entreprises qui ont beaucoup de techniciens, ça peut valoir la peine de préparer les kits. Mais après ça, il faut quand même savoir gérer ces kits-là quand il reste des pièces. Ça prend beaucoup de gestion. Plan de remplacement des actifs critiques, ça c'est important, il faut connaître les cycles de vie. Là, on est rendu là. Là, on veut savoir c'est quoi notre condition, c'est le cycle de vie. Puis, on peut commencer à installer de la technologie. Avant ça, installer de la technologie, c'est comme inutile. On n'était pas en contrôle de notre maintenance.
Et là, on se fait tout le temps dire, bon, mais l'analyse d'huile, ça va régler tes problèmes, tes capteurs de vibration. Tu n'es pas rendu là dans ta maintenance. Ça ne sert à rien. Fait que plan de remplacement des actifs, je vous ai montré un peu ce qui se fait chez nous. Bon, on a nos numéros d'actifs critiques, la condition, le coût de remplacement, puis le risque opérationnel s'il n'est pas en bonne condition. Puis ça nous aide à monter nos budgets de maintenance. Fait que c'est vraiment selon l'obsolescence ou la condition. Oui, l'obsolescence, il ne faut pas l'oublier. Ça nous tend toujours au bout du nez, mais tout ce qui est, on le sait, les ordinateurs, tous les PLC de ce monde, il faut vraiment faire attention à ça. C'est l'obsolescence. Fait que ça, c'est un peu un exemple de rapport qu'il faut que vous ayez sur vos équipements critiques. Vous pouvez payer, si c'est des externes qui font votre maintenance, vous payez 1 heure de plus le technicien que vous produise un rapport ou quelqu'un. Ça, c'est une compagnie X que je nommerai pas. Bien, ça me donne la donnée. Bon, on ne prévoyait pas le remplacement avant les 5 prochaines années. La condition est moyenne. Ça m'aide beaucoup à la prise de décision. Fait que moi, je peux le budgéter pour dans 5 ans. Probablement, il va falloir la changer. Fait que la technologie, où l'utiliser, pourquoi l'utiliser? Bon, où l'utiliser, ou sur les équipements critiques, mais il faut que ça vaille la peine. Donc, il faut vraiment avoir des données qui nous prouvent que ça va valoir la peine. Donc, si on n'a pas de défaillance, on fait une numéro de vibration 1 fois par mois, peut-être que ça ne vaut pas la peine de mettre des capteurs. Fait qu'il faut vraiment, la technologie, c'est beau, c'est sexy, mais ce n'est pas que ça, la maintenance. Fait que, oui, c'est super belle avancée. L'intelligence artificielle, je pense qu'elle va amener beaucoup de choses, mais il faut vraiment être assez mature pour l'implanter, puis l'implanter stratégiquement, parce que c'est des gros coûts. Après ça, ça peut vous amener des problèmes, parce que ces capteurs-là, là, ils peuvent briser. Fait que ça vous amène d'autres maintenances qui est par la bande. Les outils prédictifs, j'en ai parlé un peu. Amdex, c'est proactif. Ça, une des erreurs que je vois souvent avec les Amdex, les RCA, c'est pas les bonnes personnes au bon moment. Les gens n'arrivent pas préparés. Ça, c'est super important. Fait que la solution est déjà sélectionnée d'avance. Il y a des formations qui se donnent. C'est important d'y aller là-dedans. Parce que si on n'est pas préparé, on n'a même pas le timeline qu'on appelle, là, la suite des événements avant une analyse de cause. On va passer 1 heure de temps au début du meeting à refaire ça. Puis là, il va nous rester presque pas de temps pour l'analyse. Si on dit, on nomme quelqu'un, bon, ben, toi, fais le timeline, on arrive, on présente le timeline, OK, là, on peut se concentrer sur les causes. Puis, c'est important. Fait que le RCA, c'est plus en réactif après l'événement. Fait qu'on essaye là, on est rendu au niveau 3. On analyse nos systèmes avec des Amdex. Ça va nous faire améliorer notre maintenance, puis d'apporter peut-être de la redondance, des investissements, etc. Fait que je l'ai parlé, le manque de connaissance du personnel attitré dans RCA, j'ai vu ça souvent. On met l'opérateur qui est disponible. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans vos entreprises. Bon, c'est le petit nouveau qui se ramasse au meeting, mais il ne connaît même pas l'actif. Fait que ça, faites attention à ça. Pas de suivi des actions, ça aussi, les actions de ces meetings-là. Là, ça part dans le cloud. OK, bien là, ça prend une façon de suivre, ces actions-là. Si on a décidé en équipe qu'on faisait ça, bien, il faut le suivre. Ça prend un responsable, une date, puis il faut que ça soit quelque part. Là. Parce que ça, j'ai vu ça souvent. Bon, ben, tout le monde part avec son petit bonheur, le meeting est fini, puis c'est tout le planificateur qui a ça de son bureau le lendemain matin. Fait que là, les indicateurs de performance niveau 3, je vous dirais, bon là, on peut commencer à mesurer notre efficacité de la maintenance, temps total entre 2 réparations, parce que là, on s'est amélioré. Coût de maintenance par actif, on peut se benchmarker avec les autres usines qui sont un peu comme nous, parce que là, on a vraiment beaucoup de data. Puis là, on peut vraiment travailler sur le budget. Là, on a un bon budget, puis là, on peut commencer à définir, bon, on peut respecter notre budget. Là. On n'est plus à la merci des bris. Fait qu'en résumé de tout ça, il va me rester 6 minutes, c'est bon. Fait qu'il faut établir une stratégie selon le niveau de maturité. Vous avez vu, on a vu 3 niveaux de stratégie, 3 niveaux de maturité de maintenance, 3 stratégies différentes, 3 types d'actions à faire. Fait que là, il faut commencer par savoir où est-ce que vous en êtes dans votre maintenance avant d'avancer. Parce que si vous mettez de la technologie, vous êtes au niveau 0, vous allez dans le mur. Vous allez juste perdre votre argent et vous n'allez pas avoir des résultats. Travaillez sur les ressources humaines. Parce que, je vous le dis, si les gens n'embarquent pas avec vous, vous allez travailler dans le beurre. Fait que ça, la gestion de changement, expliquer, de communiquer en bas, etc., c'est super important. La connaissance de ses actifs.
Par expérience, c'est important. J'avais des actifs que, dans le temps, bon, mais ça, c'est l'équipement Novatec, ça, c'est l'équipement d'une autre telle compagnie. OK, bien là, quand il a brisé, en urgence, qui s'en occupait? Eux, ils ne répondaient pas au téléphone. Fait que là, ça nous a fait rendre compte qu'il faut les connaître, nos actifs. Mesurer les résultats. Si on ne se mesure pas, on ne s'améliore pas. Puis ça prend du courage. Le courage, on n'en parle pas beaucoup, mais changer les choses, ça prend du courage parce que vous allez avoir vraiment des gens qui vont essayer de tout faire pour que ça ne fonctionne pas parce que tu les changes de leur routine. Il faut dire, maintenant, ça, on n'accepte plus ça. Des work orders mal remplis, c'est plus accepté. Il y a des conséquences à ça. Il y a des demandes d'intervention. Après 3 semaines que la job est faite, ça ne fonctionne plus. Il faut mettre notre pied à terre. Fait que ça, en résumé, c'est ça. Bon, il me reste un petit peu de temps pour la gestion de changement. La gestion de changement, j'ai vu tantôt, ça parlait à beaucoup de personnes. Je vais vous montrer rapidement 2 cas que j'ai vécus, que j'étais associé à ces changements-là. Le cas 1, on parle d'un arrêt le nombre d'heures d'arrêt provoqué par blocage asphaltique. Donc, on a fait un changement. Vous voyez, il y a eu un premier changement en 2020. Vous voyez comment que ça nous a aidés? Fait qu'on n'avait probablement pas fait nos devoirs, on va le voir après. Puis, en 2022, fin 2022, on a fait un autre changement. Vous voyez le résultat depuis. Ça, on parle d'hommes d'heures d'arrêt. C'est assez impressionnant. Fait que, le cas 1, en 2021, de 2015 à 2024, ça c'est l'historique. 2015, c'est à peu près le début du départ de l'usine. Fait que je vous ai montré toutes les modifications qu'on a, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Mais bref, c'est un procédé c'est de l'asphalte, ça bloque. Puis c'est très chaud, fait qu'il y a des risques santé sécurité, fait qu'on avait tout le temps des blocages. Fait que là, il y a eu plusieurs idées. On était rendu avec 3 pompes à un moment donné. Fait que on tournait en rond. Je vous dirais qu'en 2020, ce qu'ils ont fait, ça a été la pire idée. On a retiré le vaisseau qui accumulait l'asphalte pour dire, bon, ben, on va se brancher direct avec le tuyau. Le vaisseau bloque tout le temps. Mais là, on a passé d'un vaisseau qui bloquait tout le temps à une conduite qui bloquait encore plus. Fait que ça, vous voyez le dessin gauche, c'est le dessin qui est tombé sur mon bureau. Fait que, Guillaume, il faut t'installer ça pour dans 3 semaines. Ça a été à peu près ça. Au moins, j'ai fait faire un 3D. Mais est-ce que, selon vous, l'ingénierie était suffisante? Je ne penserais pas. On n'avait pas été. Ça, c'était venu de l'idée d'une usine sœur qu'il avait installé ça, puis il semblerait que ça allait bien. C'était ça. Fait qu'on a mis ça en place. On n'avait pas de cause d'évidence, on n'avait pas d'évidence. On a vraiment été selon les recommandations. Puis, on n'a fait aucun formulaire de gestion de changement. On a mis ça en place 3 semaines après. Puis, c'est ça. Si on retourne au début. Attendez. C'est comme ça, je retourne. OK. Donc, ce qui est arrivé arriva. On est arrivé à, regardez, on est passé de 290 heures à 675 heures d'arrêt. On roule à peu près, je pense, je le vois plus loin, à 8 000 de l'heure d'arrêt. Fait que ça nous a fait très mal. Fait que là, on a décidé de ne pas répéter les erreurs par après. En 2022, on a fait notre gestion de changement, mais là, on a mis une firme externe. Qu'eux avaient le temps. Nous, on avait un ingénieur de procédé qu'il fallait qu'il fasse le suivi de procédé, puis il fallait qu'il gère les projets. Là, on a dit, bon, vous allez analyser la cause. Fait que là, on a une équipe dédiée pour ça, parce qu'il y avait vraiment des économies à aller. On a fait l'arbre de cause, mais elle était tellement large que là, on a dit, ça prend un design de réservoir de captation. Là, on est arrivé avec quelque chose de pas mal mieux. On avait un réservoir de captation pour éviter de colmater d'un tuyau. Là, on parle de vraiment un réservoir, que les produits sont. Il y a un baffle à l'intérieur, en tout cas, je ne vais pas tout vous expliquer. Mais vous voyez, là, on a passé d'une ingénierie beaucoup plus poussée. Ça a été quoi la clé du succès par après? C'est vraiment d'avoir dédié des ressources au problème. Parce que là, on a essayé d'aller trop vite, pas d'analyse, puis on s'est tiré dans le pied. Ce qui est important aussi, c'est des équipes multidisciplinaires pour la mise en place des solutions. Après ça, une fois que l'ingénierie est faite, ça tombe sur le bureau de la maintenance, planification. Là, il faut être capable de travailler en équipe. La production a fait son bout avec des procédures. On a vraiment après, mieux travaillé, puis on est arrivé au beau résultat qu'on a eu. Il me reste 1 minute pour le cas 2, l'échec. Ça, c'est probablement le plus gros échec de ma carrière. On avait un oxydateur thermique qui brûle les gaz à 1093 degrés. Après, on a un refroidissement, puis tout est en fibre de verre. Donc,
s'il y a un problème sur le refroidissement, le fibre de verre, on s'entend, ça n'aime pas trop la chaleur. Fait qu'on avait destruction du fibre de verre, on avait des rapports qui montraient qu'on avait de la destruction, on avait des bris des pompes de circulation parce qu'on avait aussi du réfractaire qui tombait, les bris des buses, bref, on avait plusieurs problèmes. Fait que là, on a fait une analyse de cause, on a décidé de remplacer les équipements pour le même matériel parce qu'on n'avait pas assez d'analyse pour changer. Puis on a mis des enduits sur la tuyauterie, on a modifié les buses, on a remplacé les flexibles, on a fait plusieurs changements. Puis ça nous a coûté 700 000 $ quand même. C'était quand même un gros coût, là. 350 $ de main-d'œuvre, 350. Mais ce qui est arrivé, bien, ça c'est un timeline. 7 jours après le démarrage de l'usine, on a été 9 jours arrêtés après ce changement-là. Les boyaux qu'on avait commandés, ils étaient tous en stainless parce que le magasinier avait demandé au magasinier de la compagnie qui fournissait que c'était quoi le matériel, mais ce n'était pas des gens techniques. Ils ont regardé le code, c'était en stainless, mais il y avait un lining à l'intérieur. 7 jours après, ça s'est mis à pisser de partout. Fait que ça nous a coûté 1 700 000 $, cette gestion de changement-là mal faite. Puis, cette gestion de changement-là est venue nous retravailler. C'est pour ça que je dis que c'est revenu il n'y a pas si longtemps, en février 2023, un autre 8 jours d'arrêt. Parce que là, on va voir ici des photos. Ça, c'est le réfractaire qui tombait. Ça, c'est le fameux Teflon dans les tuyaux. Vous voyez ce que ça donnait? On pourrait-tu la grossir? Je ne sais pas. On avait une fuite sur les boyaux. Ça, c'est le conduite. Ça, c'est au mois de février. Qu'est-ce qui est arrivé? La conduite, on a enlevé le réfractaire à l'intérieur. Fait que le contacteur a vraiment chauffé, puis ça a brûlé les conduites autour de. On peut-tu voir la vidéo? Est-ce que tu peux l'agrandir, la vidéo? Vous voyez ce que ça ressemblait? C'était un petit peu le chaos. Quand on parle d'un équipement que normalement il y a de l'acide, là, c'était rendu de l'eau. Fait que c'était vraiment, ça nous a coûté très, très cher parce qu'on avait mal fait notre gestion de changement. Je pense qu'elle ne marche plus, ma manette. Vous voyez, on n'avait pas pris en considération qu'on fait une modification de pièces. Les nouveaux trous qu'on avait mis arrivaient dans le gasket. Fait qu'il n'y avait plus de refroidissement qui se faisait. Fait que c'est pas mal ça pour la gestion de changement. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Fait que je vais juste faire le retour d'expérience sur les gestions de changement. Avant de vos changements, assurez-vous de cibler la bonne cause. Première affaire à faire. L'analyse de cause avant de faire des changements sur des équipements. Évaluation des risques du changement. Vous avez sûrement des formulaires de gestion de changement. Ça sert, il faut les faire sérieusement parce que c'est pour évaluer vos risques. Il ne faut pas amener d'autres risques dans vos changements. Vous essayez de régler des problèmes, il ne faut pas en créer d'autres. Puis, ça prend les bonnes ressources compétentes qui ont le temps de s'en occuper de ces changements-là. Pas de juste donner ça au planificateur quand on parle d'investissement et des risques au temps. Fait que c'est ça pour ma présentation. Avez-vous des questions? Il reste-t-il du temps pour des questions? Ou, allez-y. Avez-vous des questions? Oui, allez-y. Excellente présentation. Ma seule Merci. question va être le premier cas. Vous avez dit que vous avez modifié en fonction d'une usine sœur qui était supposée fonctionner. Avez-vous été vérifié si effectivement ça marchait comme il disait? Oui, bien, c'était du courriel qu'on avait comme. Oui, ça fonctionne, mais ce qui est comique dans ça, c'est depuis qu'on a notre système, bien là, ils veulent le copier. Fait que ça veut tout dire, là, parce que là, si ça fonctionnait tant que ça, pourquoi qu'ils veulent prendre notre système? Fait que ça montre. On n'a pas pris les données, on s'est juste fié au courriel, à la personne. Ça me surprend à moitié, puis mon apprentissage là-dedans, ça serait de dire, bien, écoute, la prochaine fois qu'on me réfère, je vais aller voir. Exact. Bien, moi, à cette époque-là, j'étais planificateur, puis c'était l'ingénieur qui a amené ça sur mon bureau, puis c'était pas, bon, mais tu challenges l'idée, c'est t'appliques ça. Fait que ça a donné ça. As-tu d'autres questions? Bon, ben, merci tout le monde.